Vous entendez quelque chose? Allô? Moi, je vous entends. Ah, ok, merci. Ik hoor jullie ook. Très bien. Ok, voilà. Bienvenue tout le monde. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents dans ce petit point. Peut-être juste quelques mots d'introduction de ma part avant de laisser la parole à Inge et à Céline. D'abord, vous le savez, la vaccination mobilise à Bruxelles des centaines de personnes depuis maintenant des mois. C'est un travail qui se fait en coopération et en collaboration entre les différents niveaux de pouvoir, du fédéral, au régional au local, mais aussi avec des acteurs privés, associatifs, etc., divers, des dizaines d'entre eux. On a commencé la vaccination d'abord dans les maisons de repos, publics prioritaires, puis pour les personnels de soins, et cette vaccination s'est déroulée dans de bonnes conditions. Puis, on a ouvert les centres de vaccination pour les personnes plus âgées, et puis progressivement pour l'ensemble de la population. Je pense que celles et ceux qui ont expérimenté la vaccination dans les centres de vaccination ont vécu une bonne expérience. Depuis le début de la campagne de vaccination, nous savons que c'est plus difficile à Bruxelles qu'ailleurs, que nous devons faire plus d'efforts à Bruxelles, proportionnellement, que dans les autres régions. Donc, non seulement nous devons mettre en place des centres de vaccination très accessibles, mais faire plus. C'est pour ça qu'il y a eu 10 centres de vaccination accessibles à Bruxelles, ce qui est une densité importante. C'est pour ça aussi qu'on a ouvert en son temps la plateforme Bruvax. Ce n'était pas pour se singulariser, c'était pour avoir une plateforme informatique la plus simple à utiliser possible, parce qu'on sait qu'on a des problèmes de fracture numérique. Donc, on a voulu la plateforme d'inscription la plus simple possible, et c'est pour ça que Bruvax a été ouvert. C'est pour ça qu'on a aussi investi massivement dans le call center, qui gère plusieurs milliers d'appels par jour de personnes qui veulent s'inscrire à la vaccination ou changer un rendez-vous de vaccination. On a investi massivement dans ce call center, un call center qui est multilingue. Quand je dis multilingue, ce n'est pas seulement français, néerlandais ou même français, néerlandais, anglais, mais ce sont une multitude de langues auxquelles est capable de faire face le call center. On a investi aussi massivement depuis des mois dans des campagnes de sensibilisation, avec là encore une multitude d'acteurs et parfois d'autres niveaux de pouvoir, et des campagnes de sensibilisation ciblées, que ce soit via des leaders dans des quartiers ou dans des communautés, mais que ce soit aussi via les réseaux sociaux, et là encore dans des outils de communication en plusieurs langues. On a lancé des actions décentralisées de sensibilisation via les agents de terrain qui sont liés au call center. Une spécificité bruxelloise, c'est aussi d'avoir beaucoup d'agents de terrain qui sont liés au suivi de contact, pour les retours de voyage, pour les quarantaines, etc. Là encore, ces field agents progressivement travaillent aussi sur la sensibilisation à la vaccination sur le terrain, en allant là, pour le coup, sonner aux portes. On a le dispositif dit de relais action quartier avec la Fédération des services sociaux, et Céline vous en dira un mot. Il est aussi, ce sont là donc des agents qui sont aussi sur le terrain, des agentes qui sont sur le terrain, spécialement dans les quartiers où il y a une nécessité d'avoir un effort particulier d'explication par rapport à la vaccination et d'aller vers les publics. On a lancé des antennes décentralisées de vaccination fin mai déjà dans des communes comme Saint-Josse ou Molenbeek, avec un travail intense des autorités locales en termes de sensibilisation de la population. En lien avec la COCOM, on a aussi lancé progressivement des bus de vaccination au début de cet été. En résumé, tout ça pour dire que oui, nous devons faire des efforts plus importants à Bruxelles, que cette conscience-là existe depuis le départ et que des moyens ont été mis sur la table et sur le terrain pour atteindre les publics dans leur diversité. La réalité, c'est qu'à Bruxelles, l'adhésion automatique à la vaccination est en moyenne
moins forte qu'en Flandre et qu'en Wallonie. L'adhésion automatique, ça signifie des gens qui reçoivent une invitation ou une convocation et qui se rendent dans le centre de vaccination par eux-mêmes pour se faire vacciner. Cette démarche d'adhésion, je dirais, automatique ou quasi automatique, est plus faible à Bruxelles. Elle est singulièrement plus faible à Bruxelles chez les moins de 45 ans. Nous obtenons des résultats de vaccination honorables pour les 65 ans et plus, puisqu'on a dépassé les 80% de couverture vaccinale pour les 65 ans et plus, alors que pas mal de gens nous disaient qu'on n'y arriverait pas à Bruxelles. On y est arrivé et on continue à augmenter ce chiffre maintenant, mais c'est surtout pour les moins de 45 ans que l'adhésion à la vaccination reste trop faible. Et elle pèse lourdement à Bruxelles, puisque ces moins de 45 ans sont proportionnellement beaucoup plus nombreux, représentent une part beaucoup plus grande de la population à Bruxelles que dans les autres régions. Nous n'avons pas la même pyramide des âges que les autres régions. La population bruxelloise est bien plus jeune en moyenne que la population wallonne et que la population flamande. Je parle bien de la région wallonne dans son entièreté, de la région flamande dans son entièreté. Donc nous devons investir plus massivement à Bruxelles dans la vaccination que ce n'est le cas dans les autres régions. Et c'est ce que nous faisons depuis le début de la campagne de vaccination. C'est ce que nous faisons. Au regard des chiffres actuels bruxellois et de l'insuffisance de la couverture vaccinale, en tout cas chez les moins de 45 ans, ou en tout cas singulièrement chez les moins de 45 ans, on va donc amplifier un certain nombre d'actions de terrain qui sont d'ores et déjà en route et qui sont souvent en route depuis plusieurs mois maintenant sur le terrain. Mais donc nous allons lancer non seulement une amplification d'un certain nombre d'actions, mais aussi un certain nombre de nouvelles actions. Vous en avez déjà partiellement entendu parler, mais on va faire maintenant un point complet de ce qui est en route pour les prochaines semaines. Je passe donc d'abord la parole à Inge, et puis à Céline Livoneus sur les relais Action Quartier, pour qu'elle vous explique un petit peu ce qui existe depuis un certain nombre de mois. Et puis, par la suite, nous sommes à votre disposition pour vos questions. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je vais commencer comme d'habitude, juste expliquer un peu la situation épidémiologique et la situation vaccinale, pour ensuite aller vers le plan de la rentrée. Comme le ministre nous disait, justement mieux expliquer toutes les actions supplémentaires qui sont encore prévues pour les semaines à venir. Et donc, si on regarde la situation épidémiologique, on voit que le taux d'incidence, donc le nombre de cas positifs par 100 000 personnes sur 14 jours, augmente toujours. On est aujourd'hui à 504. L'augmentation diminue un tout petit peu, mais reste quand même encore une augmentation. Et on voit que le nombre de tests a un tout petit peu diminué. On est maintenant aujourd'hui à 7500 tests par jour, de tests PCR. Avec ça, il faut encore ajouter 1000 tests antigènes par jour. Et un taux de positivité qui continue à augmenter un peu à 6,9% maintenant. Au niveau des hospitalisations, on voit ici que ça continue à augmenter. Au niveau des soins intensifs, l'augmentation ici commence à s'atténuer un tout petit peu. Et au niveau des décès, on reste à un niveau plus ou moins stable. Et comme vous voyez à gauche, on voit que la plupart des infections se fait toujours sur les catégories jeunes. Mais par contre, on voit, et la tendance se poursuit, que les personnes un peu plus âgées commencent aussi à être de plus en plus infectées, ce qui se reflète un peu plus aussi au niveau des hospitalisations en certainement des soins intensifs. Dus eventjes in het Nederlands, dus we zien eigenlijk dus de epidemiologische situatie met de incidentie die nog altijd stijgt, ietsje minder dan de voorbije weken, maar toch nog altijd een stijging naar 504. Met het aantal testen die een beetje zakken en een positiviteitsratio die lichtjes stijgt. Met de hospitalisaties die ook nog toenemen, maar in mindere mate dan de vorige weken. En de sterfgevallen die vrij constant blijven.
Zoals we hier links zien, is het vooral nog altijd in de jongere leeftijdsgroepen dus dat de meeste infecties voorkomen. Maar we zien dus dat de tendens naar de iets oudere leeftijdscategorieën toch wel wat toeneemt. Wat ook verder gereflecteerd wordt in de aantal personen op hospitalisatie en vooral intensieve zorg. Donc ça aussi, on voit ici, donc c'est une graphique qui montre le taux de positivité par tranche d'âge. Et donc, on voit que justement, la courbe, donc le taux de positivité pour les personnes entre 60 et 79 ans commence aussi à augmenter. Ce qui veut dire qu'on a donc aussi une proportion des personnes âgées qui testent plus positif, relativement plus positif. Et ça, c'est vraiment une différence avec le reste de la Belgique. Dus we zien een positiviteitsratio, dat is dat de oudere leeftijdscategorie een hogere positiviteitsratio heeft dan in de rest van België. Wat dus ook aantoont dus dat we daar toch zien dat er een aantal mensen toch meer en meer positief aan het testen zijn. En dus wat ons toch wat meer verontrust. Au niveau de la vaccination, comme le ministre a expliqué, donc, on continue à monter nos chiffres. On a aujourd'hui à 64% des adultes qui ont une première dose et 60% qui sont complètement vaccinés. Et donc avec une belle performance au niveau des 65+, et quand même aussi les autres tranches d'âge qui continuent à augmenter. Mais toujours avec le défi pour les catégories les plus jeunes, où les chiffres augmentent aussi le plus, donc vis-à-vis des autres les semaines passées, mais où il reste évidemment encore ce défi pour les semaines à venir. Dus we zien dus dat we toch stiltjes aan blijven stijgen in vaccinatiegraad, met 64% eerste dose, 60% volledig. En dus een mooie performantie voor de hogere leeftijdscategorieën. En dus, ondanks dat er de meeste progressie is, toch nog altijd een grote uitdaging voor de jongere catégories. Ici, donc, pour réillustrer un peu, comme déjà expliqué aussi par le ministre, donc les raisons, le pourquoi le taux de vaccination reste encore faible dans notre région. Donc, avec tous nos défis qu'on a, avec donc, le niveau socio-économique, la fracture numérique qui est importante, et la pyramide d'âge qui est vraiment atypique, donc avec des tranches d'âge très jeunes. Si on compare avec la Flandre et la Wallonie, un pourcentage moins élevé dans les catégories jeunes va peser beaucoup plus sur le pourcentage moyen pour toute la région. On a toutes nos nationalités, etc., qui expliquent aussi tous les efforts qu'on fait au niveau des langues, etc. Et donc, on a aussi 35% des personnes qui ont une double nationalité, et donc pour lesquelles on sait qu'il y a quand même des enregistrements des vaccins qui ont été faits à l'étranger, et aussi bien chez les personnes qui viennent de l'Union européenne, comme des Français ou des Espagnols, etc., que pour des personnes qui viennent par exemple de pays comme le Maroc et la Turquie. Dus hier nog eventjes de verschillende factoren die onze lagere vaccinatiegraad uitleggen, mooi samengevat. Met dus eigenlijk vooral dus de verschillende nationaliteiten, de socio-economische toestand die soms moeilijker is. En dus ook onze leeftijdspyramide die helemaal er anders uitziet dan die van Vlaanderen of Wallonië. En waardoor dat die lagere vaccinatiepercentages toch meer doorwegen. En dan ook natuurlijk de dubbele nationaliteiten die ook maken dat er heel veel mensen in het buitenland gevaccineerd zijn, maar daarom niet noodzakelijk in onze cijfers zijn opgenomen. Alors, si on regarde un peu les chiffres et l'augmentation de l'incidence, on l'a déjà expliqué plusieurs fois les semaines passées, mais la tendance se poursuit. Et donc, les voyageurs continuent à être une source importante d'infection. Et donc, juste pour vous donner quelques chiffres, donc pendant la semaine du 8 à 15 août, on a eu 50 000 personnes qui sont arrivées dans la zone bruxelloise et ils ont eu un taux de positivité de 6,5%, qui est donc plus élevé que le taux de positivité en général pour la région dans cette semaine-là. Et il était même de 8,4% pour des pays à risque. Et donc, il y a eu presque 5 000 personnes, donc 10% des voyageurs qui sont revenus du Maroc, où il y a eu un taux de positivité de 11,3% et même un taux de positivité de 3% pour les personnes complètement vaccinées. Et donc là, on voit quand même qu'il se reste quand même un grand risque et un grand influx de cas positifs. Et on voit également que le nombre de voyageurs revenant du Maroc, ce sont les chiffres en vert de l'année passée. Les chiffres en rose, c'est de cette année-ci. Et donc, on voit que justement, il y a eu beaucoup plus de voyages, parce que l'année passée, le Maroc était confiné, cette année pas. Et donc, ce qui explique vraiment aussi donc un grand influx des cas positifs dans notre région. On voit qu'avec les retours des zones rouges et des pays à risque,
qu'on a un cas sur deux, hein, donc 49% des cas positifs à Bruxelles s'expliquent justement par des voyageurs qui testent positifs. Et donc ce pourcentage, la semaine passée, c'était 37%. C'est vraiment en augmentation toujours. Et donc on s'attend encore à de nouvelles augmentations pour les semaines à venir. Et comme on a mis ici, donc, il y a quand même aussi des gens qui ne remplissent pas leur PLF, qui ne font pas leur test, etc. On ne teste que le premier jour pour les personnes qui viennent de zone rouge. Donc on sait qu'il y a d'autres cas, dans tous nos cas positifs, qui ressortent quelque part aussi des voyages, mais qu'on ne voit pas tout de suite, mais c'est plutôt par des effets secondaires. Dus de eerste grote uitleg rond waarom de incidentie zo aan het stijgen is omwille van de vaccinatiegraad, zoals we zeiden. De tweede is natuurlijk het reizen, wat ook nog altijd een belangrijke amplificator blijft. Waarbij er in de week van 8 tot 15 augustus 50.000 mensen in Brussel zijn aangekomen. En dus waarvan er van de rode zone 6,1% positief getest zijn en 8,4% van de risicolanden. Wat dus maakt dat ongeveer de helft van onze positieve gevallen uitgelegd wordt door die terugkomende reizigers. We weten bijvoorbeeld dat Marokko, en dat is een puntje dat ons echt wel ook verontrust voor de komende weken, dat er daar elke week nu ongeveer 5000 mensen terugkomen met een positiviteitsratio van 11,3%, zelfs van 3% voor de gevaccineerden. Wat dus maakt dus dat we daar zien dat er toch een grote influx is van het virus via die weg. En waar we natuurlijk de middelen in zetten om dat zo goed mogelijk te beheren. En dus waar we ook weten dat, dus, zoals ik vorige week ook heb uitgelegd, dat het eigenlijk een aantal mensen de PLF's niet invullen of een test niet doen, waardoor het percentage nog verder onderschat is. Alors, pourquoi, quelque part, on s'inquiète quand même, et pourquoi alors la région aussi a dit la semaine passée de ne pas suivre les mesures de déconfinement comme dans les autres régions. C'est notamment la situation hospitalière, et je pense que c'est ça toujours l'enjeu qu'on a, c'est de vraiment garder la pression sur les hôpitaux le plus sous contrôle. Et on voit quand même que dans notre région, aussi bien au niveau des hospitalisations qu'au niveau des soins intensifs, qu'il y a plus grande augmentation si on compare avec les autres régions. Par contre, on voit toujours qu'il y a vraiment très peu de gens qui sont complètement vaccinés qui se trouvent en hôpital. Et pour les soins intensifs, on a vraiment fait une enquête chez les différents hôpitaux. Et donc, sur 51 cas en soins intensifs la semaine passée, il y avait 2 personnes qui étaient complètement vaccinées et avec des comorbidités quand même déjà graves. Donc, le message reste, faites-vous vacciner. C'est vraiment là qu'on va pouvoir sortir de la crise et donc ne pas avoir cette pression sur les hospitalisations et le surplus des décès. Et donc également, donc même les jeunes sont maintenant hospitalisés et donc on a aussi pas mal de femmes enceintes qui sont en soins intensifs. Donc il faut absolument vraiment se faire vacciner pour se protéger, pour protéger son environnement et pour protéger aussi ses enfants. Dus we zien hier dus dat waarom eigenlijk dat we vorige week dus de maatregelen niet verder hebben losgelaten in onze regio. Dus eigenlijk omdat de druk op de ziekenhuizen aan het toenemen is. Waarbij we toch zien nog altijd dat er eigenlijk een zeer beperkt aantal mensen binnen de ziekenhuisopnames zijn die al volledig gevaccineerd zijn. En zeker op intensieve zorgen, waar we via een enquête, via al onze ziekenhuizen, hebben gezien dat 2 van de 51 personen op intensieve zorgen gevaccineerd was. En die ook al zware onderliggende aandoeningen hadden ervoor. We zien ook dat de leeftijd van de intensieve zorg aan het dalen is. En dat er veel dus zwangere vrouwen zich daar ook op intensieve zorg bevinden. Dus de boodschap blijft, laat u vaccineren. We hebben hier gezien, dat het zijn grafieken van de U Hasselt, die dus aantonen dat met de heropening van het schooljaar en dus meer en meer contacten, dat er een groot risico zou zijn op een hogere piek dan in de tweede fase, tot op niveau van de fase van vorig jaar, voor de intensieve zorgen, als we niets zouden doen. En dus vandaar ook die keuze om enerzijds te blijven inzetten op vaccinatie en anderzijds ook te zorgen dat we niet te snel de maatregelen lossen. Et donc ici, on voit dans les graphes qui sont préparés par l'U Hasselt que si on va augmenter donc, les nombres de contacts avec la rentrée scolaire, etc., qu'on risque d'avoir vraiment une pression sur les hôpitaux et les soins intensifs comme en deuxième vague. C'est la raison pour laquelle on garde la prudence et qu'on demande et on invite chacun et chacune de se faire vacciner pour lutter ensemble contre ces hospitalisations. Et donc ici, on montre un graphe aussi où on voit justement si on obtiendrait un taux de vaccination donc plus élevé, donc c'est vraiment notre ambition
d'arriver à un taux de vaccination de 60 à 65% pour fin octobre, que ça voudrait dire qu'on peut garder les hospitalisations et les hospitalisations plus ou moins sous contrôle et d'avoir une vague comme en troisième phase et pas la vague comme on l'a connue en deuxième phase l'année passée. Donc vraiment, le message est vraiment de chacun et chacune de se faire vacciner pour justement éviter qu'on passera de nouveau avec des personnes en soins intensifs et des pressions sur les hôpitaux beaucoup trop élevées. Dus we hebben een aantal simulaties nog laten doen, waarbij we dus zien dat als de vaccinatiegraad naar een 60 of 65% gaat tegen eind oktober, dat we dan een aantal hospitalisaties per dag zouden hebben die in lijn blijven met de piek van de derde golf en dus een heel stuk lager liggen dan die van de tweede golf. Dus dat moet echt onze gezamenlijke ambitie zijn in de regio om naar die 65% te gaan tegen eind oktober. Alors, juste pour bien expliquer, donc parce qu'il y a eu pas mal d'échos dans la presse aussi que la vaccination, est-ce qu'elle protège encore oui ou non? Donc, quelques graphiques qui étaient préparés par Cienzano. Donc, oui, il y a vraiment une grande diminution des risques d'infection, des risques d'infection grave et d'hospitalisation et un risque sur le décès. Et donc, les graphes suivants montrent donc que le breakthrough infections, donc ça veut dire qu'une personne complètement vaccinée, il n'y a que 0,20% des personnes qui sont quand même encore, qui testent encore positief. Dus we zien hier een aantal cijfers die toch wel aantonen, een studie van Cienzano, dat echt vaccinatie helpt. We hebben maar 0,2% van de volledig gevaccineerden die positief testen. We zien dat het risico op een infectie dus met 80% vermindert. Donc on diminue le risque d'infection avec 80%. Et également on voit que donc les gens qui testent positif, avant il y avait 6 à 8% des personnes qui étaient hospitalisées, aujourd'hui c'est 2 à 3%. Et le risque des décès a diminué de 2 à 4% des personnes qui testaient positif vers maintenant 0,2%. Donc, même s'il y a quelques breakthrough infections, comme on dit, on est vraiment beaucoup mieux protégé. Et donc, il faut absolument se faire vacciner. Dus hier nog eventjes ook uit de hospitalisaties. Dus de mensen die vroeger positief testen, daar was 6 tot 8% die werd gehospitaliseerd. Nu is dat nog 2 tot 3%. En de sterfgevallen van iemand die positief test was vroeger 2 tot 4%. En nu slechts 0,2%. Dus de boodschap blijft, blijf je vaccineren. Op die manier kunnen we de druk op de ziekenhuizen en op de sterfgevallen natuurlijk weghouden. Je pourrais juste ajouter d'ailleurs que sans la vaccination, y compris à Bruxelles, la situation aujourd'hui dans les hôpitaux serait beaucoup plus compliquée et beaucoup plus tendue. Et qu'on aurait sans doute à prendre des mesures beaucoup plus radicales que celles qui sont en cours actuellement. Donc voilà, si on regarde alors le plan de la rentrée, donc il y a 4 grands axes. Donc je pense qu'on doit quand même continuer à le souligner qu'il faut quand même respecter les règles sanitaires quand c'est demandé. On demande également donc de se faire tester quand quelqu'un est à risque, d'être très vigilant après un retour voyage et donc de nouveau de se faire vacciner. Dus 4 grote axen waarop we werken, dus eigenlijk om een serene terugkeer naar school en ook naar het werkleven te kunnen garanderen. En dat is echt een stukje werk. We zetten daar alle middelen voor in op het niveau van de regio om daartoe te geraken. En dus we vragen ook aan elke burger dus ook om zo goed mogelijk deze regels te proberen te respecteren, om op die manier dus uit de crisis te kunnen geraken. Donc nous on met dans la région, on met tous les moyens pour vraiment faciliter l'accès aux tests, faciliter l'accès à la vaccination. Et donc, à chaque citoyen aussi de prendre ses responsabilités et aussi de respecter les 4 éléments qu'on demande pour justement faire en sorte qu'on peut sortir ensemble de la crise. Donc, au niveau des tests, donc, qu'est-ce qu'on a fait? Et j'ai juste mis les choses en vert qui sont nouveaux. Donc, on a toujours notre capacité de test qui est là et on a même encore renforcé un peu la capacité de test avec l'antenne de Saint-Josse qui va être ouvert 4 jours par semaine maintenant. Et on a également élargi les horaires à Molenbeek. On continue avec les tests antigènes dans les pharmacies. On a vraiment les tests sans barrière parce qu'il y a la capacité locale qui est là.
Les gens qui ont des symptômes et qui n'ont pas de médecin peuvent aller dans un centre où on fait la prescription. C'est aussi en place depuis des mois et ça fonctionne. Et à côté de ça, donc depuis hier, on a aussi ajouté le fait qu'une personne à risque, mais qui n'a pas reçu un code, donc une personne qui revient d'un voyage, mais qui n'a pas reçu son code de CPTC, ou une personne qui a eu une petite fête pendant le week-end et qui se sent quand même un peu à risque avant de repartir au boulot ou à l'école, peut donc se faire tester gratuitement dans un centre de test jusqu'au 15 septembre. Donc, on a aussi, donc, au niveau du Codeco, donc, la procédure de test pour le retour zone rouge. Un test J+7 a été ajouté donc, pour les personnes qui reviennent d'une zone rouge. Et donc, on continue à demander, à appuyer aussi les contrôles et la sensibilisation et le suivi des PLF. Pour le tracing, on continue aussi donc, à renforcer encore la présence et les actions des field agents. Il y a 25 nouveaux field agents qui commencent cette semaine pour justement assurer cette présence supplémentaire. Et on a également convenu avec les différents bourgmestres et les polices donc de continuer à faire les contrôles également. Dus op niveau van testen blijven we met onze capaciteit van 13.500 testen per dag. We hebben ook naast het extra openingsuren in antenne van Molenbeek gaat ook Sint-Joost ten Noorden terug zijn antenne open doen 4 dagen per week om te testen. En we blijven dus ook met veel apothekers die ook antigeentesten aanbieden. We zetten echt in op de testen zonder barrière. Dus met natuurlijk die lokale capaciteit die er is. Met personen die geen arts hebben en die rechtstreeks naar een centrum kunnen gaan als ze symptomen hebben om een voorschrift te krijgen. En dus nu ook tijdelijk tot 15 september in het kader van de serene terugkeer ook gratis testen voor mensen die aan risico zijn onderworpen geweest. Er is ook sinds de Codeco van vorige week dus een tweede test op GZ de 7e dag ingevoerd voor de retour van de rode zones. En we blijven ook vragen naar meer controles, dus op de PLS en het invullen van de PLS aan de grenzen en op de kwaliteit ervan. Op niveau van tracing hebben we 25-tal nieuwe field agents die nog beginnen deze week. Ook om daar opnieuw nog meer op te volgen en meer te sensibiliseren rond de terugkeer van de reizen en natuurlijk ook de vaccinatie. En met de gemeentes en de politie kijken hoe we nog verder de controles ook kunnen aanscherpen. Donc également le message, donc vraiment de rester prudent quand vous revenez d'un voyage. Comme j'expliquais, il y a quand même pas mal de gens qui testent positifs, mais il y a aussi des gens qu'on ne rattrape pas parce que le test va devenir juste positif par après. Donc vraiment, soyez prudents, soyez vigilants à d'éventuels symptômes et évitez le contact avec les personnes vulnérables 10 jours après le retour d'un voyage. Dan tot slot op niveau van de vaccinatie. Ik denk, we hebben deze slide al vaak getoond, maar ik denk dat die zeer belangrijk blijft om inderdaad goed uit te leggen dat we eigenlijk van het begin van de campagne werken aan ons concept van Leave No One Behind. En waarbij we telkens hebben ingezet op eigenlijk alle bevolkingsgroepen, elk individu. En waarbij we dus gestart zijn met onze vaccinatiecentra, met de mobiele equipes, de antennes. En echt met een individueel approach bijna, met dus de vaccinatie thuis, met de huisartsen, de maison médicale, met de vaccibussen en zo verder. Dus waar we echt naar de individuen toe gaan om zo de drempels zoveel mogelijk weg te nemen. Met natuurlijk een zeer belangrijke rol die daar wordt weggelegd voor de lokale vertrouwenspersonen, zijn de artsen, de apothekers, dus alle lokale actoren die speciaal ervoor ingezet en Marceline zelfs uitleg over zal geven. En ook alle andere lokale organisaties die ter plaatse zijn. En die er moeten voor zorgen dat de mensen heel goed begrijpen waarom dat we hen vragen te vaccineren. En ook in de eigen taal en met de eigen achtergrond die uitleg ook kunnen krijgen. Et donc ici, on revoit encore une fois donc vraiment l'approche qu'on a mis depuis le début. Et c'est vraiment d'avoir une approche pour la grande population très simple, des invités dans un centre de vaccination, très peu d'efforts, et de plus en plus d'efforts jusqu'à l'individu même pour vraiment rendre accessible à chacun et chacune la vaccination, avec donc des groupes qui sont vaccinés avec des équipes mobiles et antennes, mais également vraiment une approche individuelle pour la vaccination à domicile, via la maison médicale, des pop-up, des vaccibus, etc., etc. Avec donc un rôle qu'on ne peut pas souligner assez, de sensibilisation au préalable par des personnes de confiance, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Et donc c'est notamment les pharmacies, les médecins généralistes
tous les acteurs locaux qu'on a installés et que Céline va expliquer, les relations quartier et le community health workers, et donc tous les acteurs locaux qui sont là pour nous aider à le faire. Donc ça, j'ai montré la semaine passée, je ne vais pas le réexpliquer, mais donc c'est tout le dispositif qu'on a mis en place avec donc le plan de la rentrée qu'on avait promis. Et donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant comme objectif? Donc, on veut avoir ce taux de vaccination de 65% pour toute la population pour fin octobre. Et ça se traduit dans un objectif de 16 000 premières doses par semaine. On a 10 semaines avec 16 000 doses, premières doses. Et donc, ça va nous mettre à une couverture vaccinale de 65% pour toute la population fin octobre. Pour le faire, donc, on continue, il ne faut pas le sous-estimer, donc avec nos 4 centres de vaccination. Et à ça, on a aujourd'hui 3 antennes qui sont actives, donc à Molenbeek, à Saint-Josse et à l'hôpital Saint-Pierre. Et à ça, il y a au moins 3 antennes qui sont en cours de se préparer. Et donc, avec ça, on a une capacité minimale de 10 000 vaccins par jour, qui est évidemment beaucoup plus élevée avec notre objectif par semaine. Donc, même s'il y a un afflux plus important, on va pouvoir les gérer. À côté de ça, donc, on veut encore augmenter nos lieux de vaccination locaux, donc avec nos 5 bus et d'autres points qui s'ajoutent. Et pour finir, on a également nos Mobivax, donc c'est d'autres équipes mobiles qui circulent et qui vont surtout se focaliser sur les personnes sans abri et également donc, des soins à domicile pour les personnes gravataires, etc. Donc, ça reste le dispositif de base avec donc un accent plus sur les lieux de vaccination locaux. On continue également donc, avec la communication de masse jusqu'à la sensibilisation individuelle et donc des réflexions et donc, qui s'ajoutent donc, au niveau de l'obligation vaccinale pour le personnel de soins qui va être mis en place et le COVID Pass sur lequel les réflexions sont en cours. Par la suite, donc, on distingue, disons, 5 secteurs différents. Donc, tout d'abord, on a la vaccination dans les entreprises, où on va vacciner dans des grandes entreprises et administrations où le télétravail n'est pas possible ou très difficile, avec évidemment une grosse concentration de Bruxellois. On a également l'initiative pour des petites et moyennes entreprises pour aller vacciner sur place. Et donc, à partir de lundi prochain, on a également de grandes surfaces où on va vacciner. Pour l'enseignement, donc on a la préparation en cours pour les écoles secondaires et les universités et les autres écoles, on veut vacciner. Dans les collectivités soins santé, donc on est en train de regarder également d'ouvrir quelques points de vaccination dans les hôpitaux, où justement tout le monde qui passe, donc les patients, le personnel et les visiteurs peuvent aussi avoir une vaccination facile. Et ceci à côté donc de tous les plans d'action qui étaient déjà en cours pour sensibiliser et pour vacciner le personnel davantage. Il y a un lieu spécifique sur lequel on travaille surtout avec les différentes communes, où on a des regroupements sportifs et les mouvements de jeunesse où on peut vacciner. On continue avec la vaccination dans les lieux de culte. On a maintenant 4 CPS où on est en train d'ouvrir également la possibilité de se faire vacciner. Et on continue aussi à viser des quartiers avec un pourcentage de vaccination bas avec les différentes communes pour y aller avec nos bus. Et dernière catégorie, c'est la vaccination par la première ligne, donc par les médecins généralistes et les maisons médicales, et également donc le rôle des pharmacies pour la sensibilisation et un point de vaccination. Partout où on va, donc on a vraiment comme cible donc de vacciner d'abord donc le personnel des différentes collectivités, les bénéficiaires, donc les gens qui viennent là-bas pour visiter, et également leurs familles. Donc ça, c'est vraiment le concept également. Donc dans les entreprises, les écoles et partout, on ne vise pas uniquement les travailleurs ou les enfants, mais également donc les enseignants, par exemple, et leurs familles. L'organisation se fait donc ensemble, donc entre celui qui organise et la COCOM pour tout ce qui est communication et sensibilisation. Et la vaccination peut se faire ou bien dans les points de vaccination que la COCOM organise, ce que vous voyez ici en haut, ou bien ça peut également être organisé, par exemple, au sein des entreprises, au sein des écoles, au sein d'autres structures, par exemple les cabinets de médecins. Et alors, c'est l'organisation même qui prend en charge et qui va l'organiser avec le médecin qui est sur place. Dus dat is eigenlijk de slide die eigenlijk ons heel plan samenvat.
En waarbij we eigenlijk ons als objectief vastzetten dat we in de komende 10 weken 16.000 eerste doses per week willen kunnen zetten. En waarmee we dan eind oktober aan een vaccinatiepercentage van 65% eerste dosis geraken voor de ganse bevolking. We blijven hier werken en dat is onze basis waarom we blijven werken, zijn onze 4 antennes van vaccinatie, 4 centra die open blijven, waar we al 3 antennes hebben en waar we nog in gesprek zijn om 3 andere antennes verder te openen. En die ons zeker al voldoende capaciteit geven om de vraag tegemoet te komen. En als er meer vraag zou zijn, dan gaan we natuurlijk ook voor zorgen dat we nog meer kunnen openen. Dat zou helemaal goed nieuws zijn. Daarnaast hebben we ook onze lokale vaccinatiepunten met onze 5 bussen en waar we kijken hoe we die verder kunnen uitbreiden. En onze Mobivax, dus onze specifieke mobiele equipes, die werken rond de daknozensector en ook de soins domicile die de mensen thuis gaat vaccineren. Dit wordt allemaal ondersteund door een communicatieplan, dus van massacommunicatie tot individuele sensibilisering. En natuurlijk ook het werken rond de verplichting van vaccinatie voor het zorgpersoneel en de reflecties die bezig zijn rond de COVID-pas. Als we dan kijken welke sectoren dat we viseren, dan kijken we naar 5 verschillende sectoren. Dus eerst en vooral dus de bedrijven, waar we werken met grote bedrijven en administraties, kleine en middelgrote ondernemingen en, zoals vanmorgen aangekondigd met Comios, ook op de grote winkelketens. We werken voor het onderwijs samen om in de secundaire scholen, universiteiten, hogescholen te gaan vaccineren. We werken verder met de ziekenhuizen en de woonzorgcentra. In de eerste plaats om hun eigen personeel en residenten te blijven vaccineren. In de tweede plaats kijken we ook of we een aantal lokale antennes kunnen openen, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, om daar ook het personeel, de patiënten en ook de bezoekers zo goed mogelijk te kunnen vaccineren. We blijven ook verder werken rond de specifieke plaatsen samen met de gemeentes, om bijvoorbeeld te gaan vaccineren in sportieve groepen in de jeugdbewegingen op verschillende godsdienstige plaatsen. En waarbij we ook op 4 plaatsen in OCMW's een antenne gaan openen. En waarbij we blijven werken met de gemeentes om de wijken met een laag vaccinatiepercentage te voorzien van een bus. En dus tot slot met de eerste lijn, waar ook de acties worden geïntensifieerd met de huisartsen, met de maison médicale en ook met de apothekers. Het doelpubliek is telkens opnieuw dus eigenlijk het personeel van de verschillende collectiviteiten. Ook de beneficiair, dus de mensen die ervan profiteren, zoals bijvoorbeeld de leerlingen, maar ook de families die daar kunnen naartoe gaan. Hoe wordt het georganiseerd? Is dus een gemeenschappelijke communicatie en sensibilisering tussen de organiserende partij en de COCOM. En we stellen ook telkens voor aan de verschillende organisaties dat ze zeker kunnen komen naar een van de vaccinatiepunten die wij al voorzien, dus die hier in het groen staan. Of ze kunnen er zelf voor kiezen om een extra vaccinatiepunt zelf te organiseren in de collectiviteit. Et donc ici, vous voyez une carte, je ne vais pas faire un zoom, mais vous voyez déjà une carte avec un peu toutes les actions qui sont en cours d'avoir lieu. Et donc, où vous voyez que le nombre d'actions est en train de se multiplier sur tout le territoire. Oui, au niveau donc planning aussi, donc vous trouvez tout sur coronavirus.brussels, mais donc les centres Vaxi sont au rendez-vous, les Vaxibus, où vous voyez que la liste devient chaque semaine plus longue, et donc les antennes où justement on a mis les noms, etc. Et donc les antennes à confirmer que vous voyez ici. Alors, la vaccination entreprise, donc on est en collaboration étroite avec les médecins de travail qui sont vraiment très motivés pour nous aider à organiser la vaccination et la sensibilisation dans les différentes entreprises. On est en contact avec toutes les administrations et les communes dans la région, via le ministre compétent et le bourgmestre. On est en contact avec Becky qui a organisé aussi une campagne de sensibilisation envers toutes les PME, avec Comios pour les grandes surfaces, avec FOCA, Argoria, etc., etc. Et donc, on a également envoyé une lettre à toutes les administrations et grandes entreprises. Et donc, on a déjà plus que 10 grandes entreprises bruxelloises où le télétravail est difficile qui nous ont contactés, avec lesquelles on regarde pour justement organiser cette vaccination. Dus wat de bedrijven betreft, dus zijn we echt al met zeer veel partners hier rond aan het werken. En hebben we eigenlijk al ook een brief gestuurd naar de verschillende administraties en de bedrijven. En zijn we al in contact met meer dan 10 grote bedrijven in het Brusselse, waarbij veel mensen fysiek moeten komen werken. Et comment ça va fonctionner donc, au niveau des entreprises? Donc, c'est donc surtout via les médecins de travail pour les grandes entreprises.
où on va donc installer, si le médecin de travail organise dans l'entreprise un point de vaccination, ou bien on peut inviter aussi pour les plus petites entreprises, inviter les gens de venir dans un point de vaccination fixe ou un bus qui est dans le quartier. Et donc où on va évidemment faire l'appui des différentes entreprises. Alors, depuis ce matin, donc, la communication a été lancée aussi par Comios. Donc, on a collaboré avec eux pour justement regarder comment mettre en place la vaccination dans les grandes surfaces. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent là-bas, aussi en géant public, et où on va mettre ou bien des bus ou bien des équipes à l'intérieur des magasins, où il y a également donc, le personnel médical qui sera présent pour vraiment faire la sensibilisation avec les gens pour répondre aux dernières questions. Et donc, on a maintenant prévu donc, des actions au niveau de IKEA qui commencent le vendredi 3. Et on a également donc, lundi prochain Action de Molenbeek qui commence la semaine après Anderlecht. On a le Primark à XL le mercredi à vendredi. Et on a les Carrefour qui commencent également lundi prochain à Evere et à Waregem. Donc, c'est des campagnes qu'on met en place pour tout le mois de septembre. Et donc, on va aller vacciner à ces différents endroits pour justement rendre de nouveau le vaccin le plus accessible possible. Dus hier de actie met Comios, dus om in grote ketens eigenlijk ook te gaan vaccineren. Waarbij we dus zien dus dat we vanaf volgende week maandag in de verschillende grote ketens, die vooral door een jong publiek worden bezocht, dat we daar ook het vaccin gaan aanbieden, met dus ook een medisch team dat er plaats zal zijn en dat ook nog op de laatste vragen van elk een en ieder kan antwoorden. Alors, la vaccination dans les écoles, donc on est en train de travailler avec tous les acteurs qui sont impliqués dans l'enseignement, aussi bien côté francophone que néerlandophone, pour justement voir ensemble comment on peut organiser la vaccination pour donc les enfants de 12 ans et plus, pour leurs parents et le reste de leur famille, et pour les enseignants et le reste du personnel et leur famille. Si on regarde qu'est-ce qui est prévu, donc on va envoyer une lettre donc, à tous les enfants et leurs parents donc, à partir du 1er septembre pour toutes les écoles secondaires. On est en train de préparer donc, un kit de communication et des webinaires par groupe cible. On prépare aussi des séances d'information présentielles dans des écoles et on met aussi également en place pour des écoles sélectionnées également donc, des binômes entre des personnes de confiance et les jeunes. Et donc, où on fait évidemment aussi attention à la sensibilité culturelle. Et donc, ça va se mettre en place à partir du 6 septembre. Et donc, à partir de mi-septembre, les écoles peuvent donc commencer à organiser la vaccination. Donc, ou bien ils peuvent réserver un slot, donc un horaire spécifique dans un des centres de vaccination ou une des antennes. On peut également voir la vaccination donc dans un vaccibus qui circule dans le quartier. On peut organiser la vaccination au sein des écoles et ce sera organisé alors par les écoles et les PSE eux-mêmes. Et on regarde également, donc, pour des écoles spécialisées, on regarde encore des modèles encore plus adaptés à leur contexte. Donc ici, pourquoi on met ce timing-ci? C'est parce qu'on sait qu'on doit quand même encore faire un grand travail de sensibilisation auprès des jeunes et donc de vraiment encore bien répondre à leurs questions, etc., avant de commencer à organiser la vaccination. Donc pour donner la chance maximale à la vaccination, on veut d'abord bien les informer, bien sensibiliser et par la suite organiser la vaccination. Dus voor de scholen gaat er sowieso een brief vertrekken vanaf 1 september naar verschillende kinderen en ouders. We zijn ook aan het werken dus aan een communicatiekit en webinaires. Dus vanaf 6 september zullen ingericht worden en waarbij we ook wel fysieke ontmoetingen voorzien tussen experten en vertrouwenspersonen en de jongeren. Enerzijds, en waar we ook natuurlijk rekening houden met de verschillende culturele achtergronden en talen. En waarvan we dan vanaf 13 september gaan beginnen echt met de vaccinatie ook in scholen. Waarbij we in de eerste plaats scholen uitnodigen om een afspraak te maken in een vaccinatiecentrum of een antenne. Waarbij ze ook kunnen langsgaan dus bij een bus die in de buurt is. En waarbij we ook samen met de scholen dan de vaccinatie in de scholen zelf kunnen gaan organiseren. En er zijn ook specifieke concepten die ook opgezet worden dus voor de gespecialiseerde scholen. Heel belangrijk hierbij is dat we van iedereen de feedback krijgen dat we eerst heel goed moeten werken rond de informatie en de sensibilisering alvorens massief te gaan vaccineren.
om op die manier niet meer weerstand op te wekken, maar ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk kinderen en leerkrachten zo goed mogelijk informeren en op die manier eigenlijk onze vaccinatiegraad zo goed mogelijk kunnen verhogen. Ici, vous voyez un peu donc, les différentes écoles avec lesquelles on est en contact. Et donc, on a vraiment donc des écoles où on va vraiment faire un travail très, très approfondi. Donc, dans des zones, justement, des quartiers où le taux de vaccination est encore assez faible. Et donc, qui ont été sélectionnés ensemble avec les différentes fédérations et cabinets. Et donc, avec lesquels donc, où on va aussi également donc, étendre les contacts au niveau des universités, des écoles professionnelles, etc. Voilà, et donc avec ça, il y a aussi toute une campagne de communication qui se prépare pour bien accompagner les jeunes, pour bien comprendre ce qui se passe et pour mettre la vaccination sur leurs agendas. Het laatste puntje dat ik nog wilde aanhalen is dus de vaccinatie van de eerste lijn. Dus de eerste lijn heeft altijd al een heel belangrijke rol gespeeld in het hele vaccinatiegebeuren, omdat ze zo'n belangrijke vertrouwenspersonen zijn. We blijven daarop verder zetten en we proberen daar ook te kijken hoe we dat verder kunnen intensifieren. En waarbij we dus samen met de artsen aan het kijken zijn hoe we nog beter hun vaccinatie in de kabinetten kunnen organiseren. En anderzijds ook waar we de piste van de apothekers meer en meer aan het exploreren zijn. Omdat we ook weten dat er heel veel personen, vooral in de moeilijk bereikbare wijken, geen huisdokter hebben, maar wel een apotheker. En dat de apotheker daar zeker ook een heel goede rol speelt in de sensibilisering. En waar we gaan uittesten of ook een vaccinatie binnen of net buiten de apotheek ook verder kan helpen om het vaccinatiepercentage naar boven te krijgen. En dus we gaan daar beginnen inderdaad ook met onze prioritaire wijken, waarbij we dus al werken met de verschillende vertrouwenspersonen, dus de RACs en de community health workers. En waar we dus kijken dat we dus verschillende sensibilisering kunnen verder opzetten en dan ook verder die vaccinatie te gaan doen in de pharmacie of in een tentje net buiten de pharmacie. Et donc pour terminer, on regarde également comment on peut encore intensifier la vaccination avec la première ligne. Donc tout d'abord, de comment encore mieux organiser la vaccination au sein des cabinets des médecins généralistes et des maisons médicales. Et deuxièmement, on prépare également nos pilotes pharma en tour, comme on appelle, où on va essayer des pilotes qu'on aimerait aussi étendre par la suite. Donc dans des pharmacies où on installe des tentes avec des personnes qui viennent vacciner et où la pharmacie va également pouvoir préparer donc des seringues qui va aussi être le modèle un peu qu'on veut mettre en place pour le long terme. Et c'est exactement ici qu'on veut voir comment on peut encore étendre ces différents points pour également voir comment on peut encore mieux avoir un accès encore plus accessible dans nos quartiers prioritaires où il y a également donc, la présence des différents travailleurs locaux qui sont là et notamment donc avec le projet Alcof que Céline va maintenant expliquer un peu plus en détail. Merci. Comme je vois que, si je ne me trompe, ça se termine à 11h30, vous m'entendez bien ? Super. Je propose de faire une brève présentation et après plutôt de répondre aux questions plus précises en fonction des intérêts. Mais donc d'abord, merci pour l'invitation. Donc le projet Alcove a démarré au printemps, fin de l'hiver, printemps 2021. Il était en réflexion dès 2020. Pour être assez concret, donc, ces travailleurs locaux sont engagés d'une part par la Fédération des services sociaux, que je représente ici, et d'autre part par l'Intermut. Donc ici, on a accueilli 18 travailleurs qui sont répartis dans les quartiers les plus, quelque part, sensibles, le croissant pauvre à Bruxelles, comme on l'appelle. Donc ici, à la Fédération des services sociaux, on a 18 travailleurs, et à l'Intermut, il y a 12 travailleurs, donc on a en tout 30 travailleurs qui sont actifs sur ces quartiers autour des questions de la vaccination, de l'information et de la santé. Alors très concrètement, en quoi le projet est assez pertinent et en quoi il rejoint des brèches quelque part, des choses qui n'étaient pas rejointes jusque-là, et pourquoi est-ce qu'il a été mis en place
par le politique et l'administration, c'est parce qu'en fait, on s'est rendu compte aussi dans les questions de santé que la question de la confiance était très, très importante et que donc les acteurs locaux qui sont vraiment ancrés dans les quartiers, dans ces quartiers-là, qui connaissent les gens du quartier, qui connaissent les spécificités des publics, sont tout à fait à même de pouvoir donner une série d'informations aux personnes qui n'ont pas toujours accès à de l'information généraliste. Et donc, ces 30 travailleurs dont je vous parlais sont accueillis dans des services sociaux ou de santé, ce qu'on appelle la première ligne, ou les acteurs intermédiaires, pour pouvoir entrer en contact avec les populations. Alors, la collaboration, elle se passe à différents niveaux. Donc, ils sont accueillis dans des services sociaux ou de santé ancrés dans des quartiers, mais ils travaillent avec l'ensemble des acteurs qui sont sur ce dit quartier, pour à la fois être présents dans les marchés, pour intervenir pendant 2 journées consécutives dans le jardin de tours de logements sociaux. Enfin, il y a vraiment toute une série d'initiatives qui se passent en collaboration avec l'ensemble des acteurs qui sont sur le terrain. Et ça permet, par exemple, de pouvoir informer aussi l'ensemble des acteurs du terrain que la COCOM va mettre un vaccibus ce jour-là. Donc, ces travailleurs sont très, très en relation avec l'administration, ce qui est un modèle pour nous assez nouveau d'une telle collaboration étroite entre le privé et le public, si je peux dire. Donc, par exemple, si la COCOM met un vaccibus, il nous avertit, les services de proximité et ces travailleurs, ces relais de quartier vont organiser une action en espace public, dans un marché par exemple, pas trop loin du vaccibus, et peuvent ainsi relayer l'information aux personnes. Alors pourquoi ils peuvent aussi la relayer peut-être de manière plus facile? Il y a la question des langues. Le ministre parlait de l'importance de parler plusieurs langues dans cette capitale pour atteindre les publics les plus éloignés. Eh bien, dans les 30 travailleurs, on a vraiment énormément de différentes langues qui sont représentées, ce qui permet de donner l'information aux personnes dans la langue de leur choix. Quels sont les résultats, j'ai envie de dire aujourd'hui? On se rend compte en fait que ces travailleurs n'ont pas une étiquette, donc ils sont là avec un stand, c'est assez simple et c'est assez informel, si je peux dire. Donc, les gens ne sont pas obligés de venir, ils n'ont pas un rendez-vous, ça se passe dans la rue, ça se passe là où les gens sont. Et donc, c'est à la fois une approche très professionnelle, mais dans un cadre informel. Et là, c'est vraiment quelque chose dont on avait déjà pu remarquer avant la crise du Covid, pour toute une série d'autres problématiques rencontrées par les publics les plus fragilisés, que c'était une approche qui était généralement à la fois intéressante et productive. Donc, cette approche informelle permet d'avoir souvent cette conversation. On parle souvent, les médecins disent souvent ça, que souvent les gens n'ont pas encore eu l'occasion d'avoir une conversation en prenant le temps sur leurs doutes, leurs questions, sur le Covid, sur la maladie, sur sa transmission. Et donc, dans cet espace-là, très informel, cette conversation peut avoir lieu. Comme on le disait dans l'article du soir d'hier, Bruxelles est une des capitales avec par rapport aux autres régions où il y a moins de personnes qui ont un médecin généraliste de référence. Et donc, ces personnes n'ont pas toujours eu l'occasion d'avoir cette discussion. Et alors, ils peuvent aussi s'inscrire en direct auprès de ces travailleurs, ces relais de quartier, pour se faire vacciner, soit avec le lecteur de carte qu'ils ont toujours avec eux, soit parce qu'il y a un vaccibus tout près. Et comme c'est des actions qui sont, comme on dit, c'est le terme relais de quartier, c'est vraiment très ancré sur le territoire, avec les acteurs, en connaissant le territoire. Donc, on n'est pas du tout sur des informations généralistes. On est presque sur une action sur mesure. Sur chaque action, en moyenne, on a pu voir qu'on touchait par demi-journée une centaine de personnes. Alors, il y a la majeure partie des informations touche la question du Covid en général, les certificats, où on en est, etc. Ensuite vient la question de la vaccination et ensuite vient la question des droits en général, de l'ensemble des droits des personnes, que ce soit sur la santé, que ce soit sur les CPAS, que ce soit sur la question du chômage. Enfin, il y a énormément de questions qui fusent et on se rend compte qu'elles fusent d'autant plus aujourd'hui à cet endroit-là parce qu'il y a de moins en moins de guichets physiques. Et donc, les personnes, la fracture numérique, quelque part,
et avec la fermeture des guichets physiques dans énormément de lieux, n'ont pas permis aux personnes d'aller poser les questions qu'ils avaient besoin. Donc ces lieux-là, avec ces travailleurs, ces relais de quartier qui ont quand même un bagage social et un bagage au niveau de la mise à jour des informations de la crise Covid important, ça permet de répondre à leurs questions. Peut-être dire aussi que aujourd'hui ça fonctionne très bien, que peut-être, mais on sait à quel point c'est difficile à mettre en place. Je pense qu'il y aurait 60 travailleurs, ça fonctionnerait aussi bien. Hein, donc c'est un très très beau projet pilote, surtout à la fois parce qu'il permet d'aller là où les gens sont. Hein, et donc, c'est comme on dit, c'est la vaccination qui vient vers les gens, c'est l'information qui vient vers les gens. Là où les gens sont, ce n'est pas un rendez-vous qu'ils doivent prendre en plus. Et ça évite de devoir faire des démarches qui sont soit parfois complexes, soit que les gens ne font pas toujours. Question de temps aussi, parfois. On pense aux familles monoparentales dont beaucoup de mères nous disent, moi, en fait, je vais aller me faire vacciner, mais je ne sais pas encore quand, je ne sais pas encore comment, ils n'ont pas encore pris le temps. Et donc, voilà, peut-être dire que, comme je le disais, c'est important là, aujourd'hui, sur les questions de vaccination. C'est important sur toutes les questions qui touchent les personnes les plus précarisées à Bruxelles. Et donc, ces relais de quartier montrent comment ces collaborations à différents niveaux avec les administrations, avec les acteurs locaux, avec les publics, sont pertinentes. Et donc, on espère bien qu'à l'avenir, ce modèle qu'on prenait depuis déjà avant la crise Covid et qui a pu se réaliser et se mettre en place pendant cette crise pourra perdurer. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Le temps est court, mais peut-être que ceux qui peuvent rester. Oui, vas-y. Dire quand même qu'on on est présent sur 12 communes et sur 50 quartiers. Voilà, comme ça donne un peu une idée de l'ampleur. Merci. Je vois Nicolas. Je ne vois pas le nom de famille, désolé. Oui, Nicolas Barras de Bellegarde. Vous m'entendez? Oui. Juste pour être sûr d'avoir bien compris, quel est l'objectif que vous vous êtes fixé pour essayer de rattraper le retard de Bruxelles par rapport aux autres régions? Et quelle est l'échéance? Oui, donc comme j'ai expliqué, donc on voit que dans les simulations qui ont été faites, et qu'on peut garder la pression hospitalière sous contrôle si on arriverait à une vaccination de 65% de la population complète. Donc c'est l'objectif qu'on se fixe. Évidemment, il faut rester réaliste, hein, et comme toutes les actions qu'on déploie, on a quand même, hein, et on doit mettre beaucoup d'efforts, etc., pour y arriver, avec le contexte qu'on a expliqué également. Donc, on se dit, voilà, pour fin octobre, on veut avoir 65% pour la première dose. Quelques semaines plus tard, hein, toute la population au même niveau, avec la vaccination complète. Et donc, avec ces montants-là, normalement, on devrait être capable alors de garder la pression sur les hôpitaux sous contrôle. Donc, fin octobre, 65% de la population devrait avoir reçu une première dose. Oui, c'est ça. Oui. Et quelques semaines plus tard, la deuxième dose, alors. Oui, c'est ça. 65% de deuxième dose. Oui, exactement. Ça nous permettrait de garder la pression hospitalière à un niveau raisonnable, c'est-à-dire qu'elle ne dépasse pas la pression hospitalière qui a été vécue au printemps dernier, à l'occasion de la troisième vague. Ça permet de conserver les activités habituelles des hôpitaux. Au-delà de ça, les hôpitaux sont sous une telle pression qu'ils doivent renoncer à un certain nombre de leurs actions normales, je dirais, et donc ça nuit à l'équilibre général des soins de santé sur la région, puisque ça entraîne du report de soins, des reports d'intervention, des reports d'actions préventives, etc., etc. Et ça commence à avoir des effets en cascade qui sont considérables. Donc c'est ce que, évidemment, nous voulons éviter. Ok, merci. Nina? Ja, horen jullie mij? Ja. Ja. Jullie hadden het over die mensen met de dubbele nationaliteit en die zich misschien in een ander land hebben laten vaccineren. Is daar onderzoek naar gedaan, bijvoorbeeld met steekproeven gewoon, over wat het aantal zou kunnen betekenen, over welke cijfers we zouden kunnen spreken?
Ja, we hebben een enquête gedaan dus, via ons callcenter. Dat is natuurlijk een zeer beperkte enquête en daar kwam dan een 4 à 5% uit. We horen ook van een aantal gemeentes dus dat die percentages, zeker ook bij hun, zelfs hoger liggen dan het percentage dat we aangeven, maar we hebben daar geen cijfermateriaal van. Maar het idee is dus dat we proberen om zoveel mogelijk in te zetten dat de mensen zich toch nog laten registreren in Vaccinet, via een huisarts of via bepaalde punten die we ook nu gaan opzetten in onze antennes en de vaccinatiecentra. En daarnaast gaan we waarschijnlijk een studie nog lanceren om er toch nog een meer wetenschappelijk onderbouwde basis voor te hebben. On doit objectiver cette situation-là. Donc, comme Inge vient de le dire, on va vraiment lancer cette enquête avec une base scientifique plus solide pour savoir de manière plus précise le pourcentage de Bruxelloises et de Bruxellois qui sont vaccinés, parce qu'ils ont été vaccinés ailleurs en Europe ou en dehors de l'Europe, avec des vaccins reconnus par l'Agence européenne du médicament, parce que nous devons savoir si c'est 3%, 5% ou 6% de la population, de manière plus précise. Et pour le moment, on n'a pas de chiffres assez précis. En die mensen die elders gevaccineerd zijn, die hebben daar geen enkel bewijs van dan? Of hoe gaat dat? Jawel, dus er zijn twee zaken eigenlijk. We zien dus dat een aantal meer de Eurocraten eigenlijk daar in die categorie van mensen zitten, die dan bijvoorbeeld in Frankrijk of in Spanje gevaccineerd zijn, maar die hebben natuurlijk ook hun EU-COVID-pas, dus geen enkele reden om zich te laten registreren in België. En daarnaast heb je ook een aantal andere mensen die dan bijvoorbeeld in Turkije of Marokko zo gevaccineerd zijn geweest, al in de wintermaanden. En nu horen we hetzelfde, dus als ze nu ook op vakantie gevaccineerd zijn. Ook met al dan niet erkende vaccins door EMA, maar toch ook een aantal wel met erkende vaccins. En die dan ook, als ze niet echt binnen Europa reizen, ook minder die nood hebben. Dus vandaar dat het moeilijk is eigenlijk om goede motivatoren te vinden om te zeggen tegen die mensen, schrijf je maar in een Vaccinet. En vandaar dus ook dat we die studie dan toch wel lanceren om er meer zicht op te krijgen. Maar die gaat natuurlijk wel een tijdje duren, dus niet dat we die resultaten morgen gaan hebben. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Anthony Roberfoy. Allô? Anthony? Ou Anthony? Il n'est plus là. Allô? Ah ouais, non. Ah voilà, il est là. On vous entend pas. Voilà, je ne sais pas si on m'entend. Oui. Ah, parfait. Voilà, j'avais une petite question concernant les graphiques, enfin les prévisions que vous avez montrées, je pense que c'était aux environs de la page 10, concernant le retour de vacances et la rentrée. Ce que vous nous dites, c'est que là, on se dirige actuellement vers une 4e vague, ou alors c'est des prévisions qui ont été faites si les mesures avaient été allégées à Bruxelles, comme ça a été le cas en Wallonie et en Flandre? Oui, c'est ça justement. Donc, c'est des prévisions qui démontrent que si on risqué, ça reste des simulations évidemment, d'aller justement vite faire une 3e vague. Donc, c'est pour ça que voilà, la région a vraiment cette possibilité et justement décidé de ne pas confiner tout de suite. Si vous vous souvenez, il y a du dernier Conseil de sécurité de Mme Wilmès, Conseil national de sécurité, il a été décidé des mesures de relâchement, alors que la situation épidémiologique se détériorait. Et on était aussi au moment de la rentrée, en gros. Cela a amené à une 2e vague extrêmement violente. Cette année, la situation est évidemment différente, puisqu'il y a la vaccination, il y a aussi des systèmes de testing et tracing qui fonctionnent infiniment mieux, partout en Belgique, à Bruxelles et ailleurs. Et donc, il y a des protections supplémentaires. Néanmoins, relâcher des mesures de protection au moment où la situation épidémiologique a tendance à se détériorer, c'est agir à contre-temps. C'est agir à contre-temps et prendre un risque. Et c'est ce que montrent ces graphiques. Et donc, c'est pour ça que, malheureusement, à Bruxelles, on n'a pas pu prendre ces mesures de relâchement. Une augmentation du taux de vaccination, mais aussi des mesures de suivi de la quarantaine, etc., peut nous permettre d'imaginer de relâcher les mesures, mais pas tout de suite, quand on aura une meilleure situation épidémiologique et que les choses seront sous contrôle. Ok, merci beaucoup. Et pour ça, donc, l'invitation de nouveau que tout le monde travaille ensemble avec nous sur le plan de la rentrée, prend ses responsabilités et donc avec ça, on va donc, espérons pouvoir aussi déconfiner sous peu de temps. Tout un peu libre. Eva Christians?
Ja, hallo. Ik had een vraag, omdat de doelstelling nu wordt gelegd op eind oktober. Maar ik geloof dat de minister in andere media ook had gezegd dat er wordt gekeken naar een COVID-safe-ticket vanaf eind september. Als er dan geen grote versnelling komt, wat is daar het tussendoel eigenlijk? Ja, on va faire une première évaluation de la situation au fur et à mesure, à la moitié du mois de septembre et à la fin du mois de septembre déjà. L'objectif qui est donné ici par Inge est clair sur le pourcentage à atteindre d'ici la fin du mois d'octobre, mais nous ferons déjà une première évaluation au mois de septembre. Et par rapport au COVID Safe Ticket, c'est très important d'avoir un dialogue intense avec les secteurs, mais aussi, je dirais, plus largement dans la société. Une utilisation plus intense du COVID Safe Ticket doit pouvoir se préparer. Elle doit être faite dans de bonnes conditions. Si on doit la faire, si on prend cette décision doit être prise dans de bonnes conditions, avec le soutien aussi de la société civile et des acteurs et des actrices de terrain. C'est pour ça que dès la fin du mois de septembre, on devrait voir plus clair si on est en bonne direction pour atteindre nos objectifs ou pas. Ja, en dan mag ik dat begrijpen als we zitten dan op die 16.000 eerste dosissen per week. Als dat midden september of eind september niet elke week is gelukt, dan zitten we niet op de juiste richting? Of hoe evalueren jullie het? Precies. Ja. Dan nog een andere vraag over de intensieve zorgen, omdat jullie zeggen dat er heel wat jongeren liggen. Over hoeveel mensen gaat dat dan in de Brusselse ziekenhuizen? Daar hebben we geen cijfers exact van. De leeftijd gezakt is. En dus dat we horen van de verschillende ziekenhuizen dat er inderdaad wel heel wat meer jongeren daar ook zijn. Maar dus exacte cijfers heb ik daar zeker niet van. Ja, en over de zwangere vrouw, hebben jullie daar cijfers van? Want dat is ook niet de eerste keer dat er meerdere in Brussel liggen. Nee, ik denk dat toch wel het een terugkerend fenomeen is. En dus dat we nu ook zien met de Delta-variant. En dat zijn natuurlijk ook jonge mensen die dan ook weer gehospitaliseerd worden met zware complicaties. En waarbij dus ook nog toch wel een doelgroep is die we zeker ook willen uitnodigen om zich verder te laten vaccineren. Ja, maar jullie weten niet hoeveel zwangere vrouwen precies zijn opgenomen? De gegevens daar, die aantallen zijn eigenlijk te klein, omdat we dan eigenlijk veel te veel naar de privacy van de mensen toe gaan. En vandaar dat we dat eigenlijk niet allemaal in detail willen meegeven. Ja, dus omdat u daarnet zei, veel zwangere vrouwen, als er maar 51 mensen op intensieve zorg liggen, is dat dan 5 of? Een onderschat aantal. Sorry, de lijn is niet zo, of de verbinding is precies niet zo goed. Ik ga de cijfers opplakken. Ja, oké, dankjewel. Pour le COVID Safe Ticket, quand même avoir en tête que les chiffres que nous allons regarder dans les prochaines semaines, c'est la progression de la vaccination, mais aussi la progression des infections. Est-ce qu'on arrive à stabiliser, oui ou non, les infections à Bruxelles et le taux de prévalence du virus, sa présence? Ça, c'est un élément important. Et puis l'autre élément, c'est la situation dans les hôpitaux. Comment évolue dans les prochains jours, dans la prochaine semaine, la situation dans les hôpitaux. Donc, ce sont les 3 éléments à tenir en compte, le taux de vaccination, le taux d'infection et la situation dans les hôpitaux. Évidemment, ils sont liés, mais on doit en permanence regarder l'évolution des 3 avant de décider de mesures éventuelles, soit de protection supplémentaire, soit de relâchement des mesures. Dankjewel. Oké. Zijn er nog vragen? Ah, pardon, Véronique Anka. Oui, bonjour. Dois-je comprendre, Monsieur Marron, de ce que vous venez de dire, qu'il n'est absolument pas envisagé qu'on relâche un petit peu les mesures pour l'ORECA en introduisant plus rapidement que fin octobre le Covid Safe Ticket? Non, c'est tout à fait possible qu'on prenne des décisions sur le Covid Safe Ticket déjà dès la fin du mois de septembre. Mais pour le moment, il n'y a pas encore eu de débat au sein du gouvernement là-dessus. Il y a des contacts qui sont pris avec les acteurs, les actrices de terrain.
il y a du travail qui est mis en route sur la faisabilité juridique ou les conditions de la faisabilité juridique. Donc, ça pourrait survenir avant la fin du mois d'octobre, comme ça pourrait ne jamais survenir. Il faut être clair. Simplement, ce sur quoi Rudy Vervoort et moi sommes en tout cas d'accord, mais cette discussion doit être plus étendue, c'est qu'il devrait pouvoir être possible d'utiliser éventuellement le Covid Safety Kit. Éventuellement, cette porte ne doit pas être fermée. Évidemment, si on doit l'utiliser, c'est avec des balises, seulement s'il s'avère que c'est opportun et utile, et puis ça doit être utilisé pour un temps déterminé dans des secteurs qui sont circonscrits, et après un dialogue avec ces secteurs. Mais on n'en est pas là actuellement. Simplement, c'est une des possibilités. Il y a beaucoup de responsables qui pensent que, de responsables publics et politiques, mais aussi de responsables dans le monde socio-économique, qui pensent que c'est plus intéressant d'ouvrir des secteurs ou de rendre possible des activités à la condition du Covid Safety Kit, plutôt que de les rendre ou de les laisser impossibles. Donc voilà, c'est ça la réflexion qui est en cours actuellement, mais aucune décision n'est à ce stade prise. Des décisions, le cas échéant, pourraient être prises avant fin octobre ou pas. J'ai une dernière petite question. Certains dans les milieux académiques... Ah non, c'est dans une autre gazette, excusez-moi. Dans ma revue de presse, voilà, vous aurez dans la presse ce matin qu'une grande majorité des bourgmestres de différentes tendances politiques, des différentes tendances politiques, sont aussi assez favorables à l'utilisation éventuelle d'un Covid Safety Kit. Donc, en tout cas, ne ferme pas cette porte si elle devait s'avérer indispensable ou une bonne idée. J'ai lu, c'était intéressant dossier chez mes confrères. J'ai une dernière petite question. Certains dans les milieux académiques, notamment à l'ULB, plaident aussi pour ça, en disant que la rentrée serait plus rassurante tant pour les enseignants que les étudiants si on pouvait exiger un Covid Safety Kit sur le campus. Il y a eu des cartes blanches là-dessus, etc. Vous n'avez aucun contact pour l'instant avec les universités à ce propos? La rentrée dans le supérieur, alors, vous voulez dire? Oui, il y a eu plusieurs personnalités de l'ULB ont plaidé pour ça dans un autre journal, en l'occurrence le nôtre, début juillet. J'ai lu ça aussi à l'époque, mais donc il y a du travail intensif de dialogue avec les universités et le supérieur. À ce stade, nous sommes donc dans une démarche d'accessibilité, d'information, de sensibilisation et d'accessibilité optimale de la vaccination aussi dans l'enseignement supérieur. Et du reste, ce n'est pas non plus... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait de toute façon s'entendre, le cas échéant, et avec la Vlaamse Gemeenschap et avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, si de telles mesures devaient être envisagées. Mais pour le moment, il n'est pas sur la table, que je sache en tout cas, qu'on utilise le Covid Safety Kit pour accéder à des auditoires. Ok, merci beaucoup. Voilà. Alors... Ah, pardon, Niels nog, pardon. Sorry. Ja, nog een laatste vraagje, heel kort. Op basis van de scholen, dat was duidelijk voor de secundaire scholen en lagere scholen, maar universiteiten, welke hebben jullie daar al mee? Want ik zag op dat kaartje dat je heel kort toonde, dat er maar 3 aangeduid werden. Daar zijn we mee aan het werken, dus we zijn daar met ULB is dat heel concreet en is daar ook al de antenne, de bus al een aantal keer geweest. We gaan het ook verder zetten. Met de anderen zijn we daar in gesprek en dus dat gaat nog verder. En op 1 september is er ook een webinar dat georganiseerd wordt met alle hogescholen en universiteiten om daar verder de verschillende elementen te bespreken. Oké, daar hebben jullie eigenlijk nog wat tijd omdat die later starten. Inderdaad. Oké, dank je. Oké, voilà. Dankjewel allemaal, merci beaucoup. Et merci à toutes et tous.